Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions aujourd'hui. Nous sommes un vendredi, le 13 mai 2022. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui vous permet donc de vous informer sur les sujets d'actualité, de suivre les analyses des hommes et des médias à propos de ces sujets qui font donc l'actualité. Pour le compte de ce forum, nous aborderons précisément quatre sujets. Le premier concerne la cherté de la vie, démarrage d'une tournée gouvernementale. Le deuxième, proposition de création de la Cour spéciale des affaires foncières. Une cour de plus, on s'interroge, les débatteurs feront l'analyse, vous suivrez leurs réponses. Et le troisième sujet, du fa à la politique, David Kofi Aza dans une spirale. Nous nous interrogeons encore une fois, les analyses suivront. Et en dernier lieu, nous parlerons de la marche des centrales syndicales le 1er mai dernier. Est-ce des avancées pour la lutte syndicale? Voilà donc les sujets que nous aborderons au cours de ce numéro du Forum des rédactions. Madame, Monsieur, nous allons observer une courte pause, le temps de vous présenter les débatteurs. Pour le débat de ce jour, j'ai au plateau à ma droite, comme Jésus à la droite du Père, Carlos Oussougan. Carlos, bonjour. Maurice, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, directeur de Radio Univers. Je suis. Comment se porte la radio? La radio elle se porte à merveille. On fait ce que vous nous avez laissé parce que bon, je vais profiter pour vendre aussi cette mèche que vous aviez été aussi directeur de cette radio. Donc, on ne fait que mettre nos pas dans vos pas. C'est la pépinière de toutes les radios, il faut le reconnaître, ce n'est pas facile. Comme l'autre slogan le dit, le fournisseur des radios de la place. De la place. Bon, j'espère qu'elle se porte bien, on ne peut que souhaiter mieux. Du courage à vous. Merci. Votre retour au plateau après votre élection, votre brillante élection à la tête de cette radio-là. Oui, c'est mon retour au plateau. Et j'avoue que bon, la politique et le journalisme, je comprends mieux maintenant pourquoi c'est deux choses qui ne peuvent pas concilier. Parce que quand on s'enfonce dans la politique, c'est un peu plus difficile de suivre l'actualité comme il le faut. Mais comme les aptitudes sont là, on est là également pour faire le débat. Certainement que vous nous livrerez bientôt les secrets de ces propos que vous venez de tenir. Merci beaucoup, et directeur. Merci à vous d'être venu, Carlos Oussougan. À ma gauche, Sergino Lokosu, analyse politique, journaliste, directeur de publication, vif d'Afrique, que la modestie ne vous étouffe pour tous ces qualificatifs. Sergino Lokosu, bonjour. Je suis très ému. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre invitation. Et c'est moi. Et nous allons tout de suite aborder le premier sujet, Madame, Messieurs. Cherté de la vie, démarrage d'une tournée gouvernementale annoncée puis reportée. La tournée gouvernementale sur la cherté de la vie a démarré hier jeudi. De nombreuses personnes s'interrogent sur la pertinence de cette initiative. Et quelle analyse en faites-vous de la tournée et quelle analyse en faites-vous, j'allais dire, Sergino Lokosu, est-ce importantissime cette tournée initiée par le gouvernement? Je pense que l'objectif de la tournée, c'est d'expliquer aux populations un certain nombre de choses, notamment la cherté de la vie que nous chantons tous, la vie coûte cher, où nous nous sommes imposés un régime, le régime pour tous. Je crois que quand, à un moment donné, la maison est en danger, il faut que le père de famille qui a de grands enfants puisse réunir ses enfants pour dire ça ne va pas et parler également de ce qu'il entend pour améliorer, pour corriger un certain nombre de choses. Je pense que c'est dans cet objectif ou dans cette optique que le gouvernement a initié cette tournée pour pouvoir expliquer aux populations. C'est vrai que cette action du gouvernement n'a pas laissé indifférent certains courants de pensée qui pensent que le gouvernement a fini de manger et veut aller roter maintenant devant les populations. Il faut leur qu'on cède ça.
Toujours est-il que ça traîne de commentaires et d'insinuations diverses. C'est vrai que sur ce même plateau, il y a quelques semaines, je l'ai dit que ce que nous vivons aujourd'hui, la cherté de la vie, c'est vrai qu'il y a de la pauvreté, une pauvreté endémique qui frappe les populations africaines. Et à cette pauvreté endémique est venue se greffer maintenant la cherté de la vie, et qui n'est pas forcément africain. Notamment, ça vient de la pandémie du coronavirus et après de la guerre en Ukraine. Et il faut vous rappeler que en Afrique, et plus au Bénin, notamment en Afrique de l'Ouest et au Bénin, et nous aimons les choses envoyées, les produits extérieurs. Nous aimons consommer ces produits extérieurs. Et je pense que la solution qu'il faut trouver, est-ce que c'est vraiment cette solution, c'est de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. C'est vrai que certains disent que cette façon de voir les choses a marché du temps de Thomas Sankara au Burkina Faso. C'est vrai, la donne a changé, les choses ne sont plus les mêmes. Nous sommes aujourd'hui habitués à consommer extérieur. Nous sommes aujourd'hui habitués à des aides extérieures, et ces aides s'effritent de jour en jour. Je pense également que le gouvernement doit trouver la stratégie qu'il faut pour véritablement expliquer aux populations les solutions qu'il entend apporter à cette crise-là, qui fait que tous les jours dans nos marchés, les produits de première nécessité grimpent de prix. Tantôt, vous entendez que c'est à 3 000, tantôt ça va à 3 200 et à 3 500. Donc, bref, je pense que cette action initiée par le gouvernement pour aller échanger avec les populations, à mon avis, ça n'est pas mauvais. Mais il faut quand même essayer de trouver les solutions justes aux maux qui minent l'existence des populations. Et aujourd'hui, tout le monde a faim. Et moi, je l'ai dit, et que les pères de famille que nous sommes, il faut quand même que nous arrivions à nous imposer un régime. Et si on doit laisser de côté la viande pour les champions ou les fromages de soja qui coûtent moins cher et qui sont tellement riches. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver la bonne solution pour aider les populations. C'est vrai, on ne va pas attendre grand-chose de l'extérieur comme nous le faisons, parce que la crise ukrainienne, enfin la guerre en Ukraine qui fait qu'il y a cette crise-là, rien ne nous promet que la fin est pour demain. Donc, il faut que nous nous armons pour savoir que ça ira. Davantage, ça ira, ça va se durcir, on va dire comme ça. C'est pas que je suis alarmiste, mais c'est ce qui se dessine. Et donc, il faut que le gouvernement puisse trouver des solutions. Les tourner, oui, mais il faut des solutions appropriées, des solutions justes à nos problèmes. Carlos Ousougan, le ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que les populations pourront vraiment écouter ces membres du gouvernement en tournée dans les localités? Je pense que cette tournée vient en appoint pour un temps soit peu permettre aux gouvernants de se montrer écoutants, de se montrer qu'ils ont à cœur les difficultés que vivent les citoyens. Et c'est vrai, quand on a faim, l'évidence n'est plus là qu'on puisse vraiment et véritablement écouter ceux qui sont vis-à-vis. Mais aux côtés de tout ça, il faut voir de cet acte un acte d'écoute, un acte d'être à la proximité de ces populations-là qui vivent beaucoup plus la précarité. Vous savez, au Bénin, même en fond, il y a un adage qui dit « Afoini Mémé ». Et déjà, quand on va s'inscrire dans ce courant de pensée, déjà, l'effort des gouvernants vers les populations vont prendre ça comme une rescousse, même si en la matière, il n'y en aura pas d'argent à partager, il n'y en aura pas de la pâte. Il n'y aura pas de sac de riz, à partager. Je crois que c'est un acte qui certainement va soulager un peu ces souffrances-là que les populations endurent. Maintenant, l'autre chose qu'il faut voir, c'est vrai que d'emblée, quand on prend tout ce qui se passe aujourd'hui, si on essaie de contextualiser un peu, on pourra comprendre que les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Même avant Covid-19, avant la crise en Ukraine, c'était quoi la vie des populations? Et si on voit le sujet sous ce angle, on pourrait immédiatement supputer que, bon, comme peut-être il y a les échéances qui s'annoncent, le gouvernement a pris à bras le corps cette situation pour aller vers les populations, pour leur dire vraiment c'est difficile, pour essayer de
d'expliquer ce qui en est de fond en comble. Et là, ceux qui ne s'inscrivent pas dans le courant de pensée des gouvernants pourront supputer immédiatement que bon, c'est politique. Et que c'est une affaire politique. De plus, c'est pour empocher des frais de mission. Voilà. On va brûler des carburants, on va vraiment encore faire saillir l'État. Vous n'êtes pas de cet avis? Bon, le dire ainsi, c'est... Bon, l'aspect que moi je vois plutôt, c'est cet aspect beaucoup plus politique de l'affaire. Et c'est en cela que je disais que ceux qui ne réfléchissent pas, ceux qui se disent opposants, ceux qui vivent les difficultés et qui en temps n'avaient pas cette étendue du gouvernement pourront d'emblée dire c'est parce qu'il y a les échéances qui s'approchent, donc on s'apprête pour venir leur dire ce qu'ils doivent entendre pour se calmer. Et ils pourraient traiter ça de démagogique et autres. Mais au fond, c'est vrai, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect que les fonds de l'État seront utilisés et autres, mais l'autre qu'il faut voir, c'est comme je l'ai dit, en fond, à Foïmeme, et dans des situations comme ça, le père de famille qui est censé beaucoup plus être aux côtés des populations, c'est normal qu'ils prennent des résolutions pour aller vers ces populations, leur parler de tout ce qui ne va pas. Serzino Lokossou, la population n'a-t-elle pas des raisons de se réjouir? Ce n'est pas dans tous les pays que le gouvernement va au contact de sa population. Ces populations ont également l'occasion d'échanger et de dire ce qui ne va pas dans leur localité aux membres du gouvernement. N'est-ce pas des raisons pour se réjouir? Non, je pense que est-ce qu'on va parler de réjouissance? À mon avis, non, parce que nous sommes en situation de crise. Et c'est vrai, il faut l'avouer, le fait d'aller au contact des populations montre que nous partageons ce sentiment de gêne avec ces populations. Mais au-delà de ce sentiment de gêne, le timing choisi, nous sommes à 7 mois des législatives. Et donc, ceux qui pensent que c'est une sorte de campagne que le gouvernement veut aller faire, on ne peut pas leur trouver tort. C'est une façon d'analyser la situation, c'est une façon d'analyser cette tournée-là. Pré-campagne. Pré-campagne, on va dire. C'est une façon de l'analyser. Je ne leur en veux pas pour ça. Mais aller au contact des populations quand on sait que ce que nous vivons aujourd'hui ne dépend pas du gouvernement. Et donc, le gouvernement est allé pour expliquer aux populations que à cette situation que nous vivons, ça ne dépend pas du gouvernement parce que le gouvernement lui-même est impuissant par rapport à ce qui se passe. Le gouvernement a dit avoir pris des dispositions pour soulager les populations. Oui, le gouvernement cette semaine qui commence, l'huile est passée à 1500 le litre. À Porto-Novo, une boulangerie a augmenté de façon unilatérale le prix du pain. De quoi doit-on parler? Le ciment n'est vraiment pas disponible au prix où le gouvernement l'a fixé. N'est-ce pas je vous dis, c'est ce que je disais à l'entame, que le gouvernement est impuissant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui parce que ça ne vient pas du Bénin, ça vient de l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut nous éduquer par rapport à tous ces chocs exogènes que nous recevons et qui touchent beaucoup. Parce que le gouvernement a beau fixer un prix pour les produits et tout, mais le commerçant qui allait acheter son produit et qui ne l'a pas acheté à un prix qui ne lui permet pas de pratiquer le prix fixé par le gouvernement, il ne pourra pas le faire. Parce qu'on ne fait pas du commerce pour avoir des pertes, pour avoir des bénéfices. Et donc, par rapport à cette situation, moi je pense que le gouvernement est impuissant. Il ne peut pas grand-chose pour les populations. C'est pourquoi il faut aller leur expliquer que ce qui se passe, ça ne dépend pas du gouvernement. C'est vrai, le gouvernement aura beau injecter des milliards dans tout ce qui se passe, mais laissez-moi vous dire que nous n'avons pas une culture, enfin, nous reposons tout sur ce qui vient, pas du Bénin, mais d'autres pays. Et donc, quand c'est comme ça sera difficile pour nous de s'en sortir. Le blé, vous allez entendre, le blé, le vrai, ce n'est pas le blé produit au Bénin, c'est le blé qui vient de l'extérieur. Et les boulangers font plus confiance à ce blé-là parce qu'ils ont envie de faire des chiffres d'affaires, ils ont envie de faire des bénéfices. Et donc, la qualité a du prix. Bon, donc, moi, je pense aujourd'hui que c'est vrai, le gouvernement est en tournée pour expliquer un certain nombre de choses, pour expliquer, je crois, notamment que cette situation que nous vivons, ça ne dépend pas du président Patrice Talon, ça ne dépend pas des ministres qui sont en tournée avec lui, ça ne dépend pas de tout ce cortège-là, mais ça dépend de l'extérieur. Ça dépend notamment de la guerre en Ukraine qui a fait que tous les coûts ont connu une augmentation. Et donc, je pense que c'est vrai d'aller au contact des populations pour leur expliquer, parce que qu'ils vous souviennent qu'un opposant a
a refusé cette façon de faire. Et que depuis qu'il a été élu, est-ce que vous l'avez vu? Vous suivez mon regard. Est-ce que vous l'avez vu à vos côtés? Et donc, je pense que dans ces situations, comme l'a rappelé le confrère, il est bon que le père de famille, le président de la République, les membres du gouvernement puissent aller au contact des populations pour leur dire, nous savons que vous êtes en train de souffrir, mais ça ne dépend pas de nous. Parce qu'au-delà de tout, le chef d'État, il a été élu pour nous mettre dans de bonnes conditions. C'est lui qui dirige la politique, qui organise la politique de gestion de l'État. Et donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, vous allez voir, quand il y a des cris de détresse, tout le monde crie au chef de l'État. Président Patrice Talon, venez me sauver. Président, venez me sauver. Dans tous les secteurs d'activité où il y a brouillard, des difficultés, c'est comme ça. Nous nous référons au chef de l'État parce que c'est à lui que nous avons remis le pouvoir de nous diriger, de nous mettre dans les conditions qu'il faut pour que chacun, quel que soit son secteur d'activité, puisse mener ses activités comme cela se doit. Et donc, moi, je pense que c'est vrai, il faut faire cette tournée, mais il faut que cette tournée débouche sur des solutions qui permettent aux populations de sortir un temps soit peu de ce que nous vivons. C'est vrai que ça ne vient pas, mais ça sera un peu compliqué de trouver des solutions pour sortir de cette situation. Parce que le gouvernement, c'est vrai, c'est gouverner, c'est prévoir. Oui. Mais cette crise, je ne pense pas que le gouvernement l'a prévu. Aucun État africain n'a prévu aucun État du monde n'a prévu la Covid-19 non plus. Donc, je pense que mais gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Donc, il faut prévoir. Il faut mettre en place des stratégies pour permettre aux gens de s'en sortir. Beaucoup plus sérieux. Merci. C'est concernant les discours ou les propos que ces gouvernants vont dire à ces populations. Quels propos ces gouvernements devraient tenir devant ces populations? Quand je m'en tiens, par exemple, parce que le ministre son parti a dit à ces populations, en parlant par exemple des mêmes faits que nous connaissons déjà, la Covid-19, crise en Ukraine et autres, je me dis, mais est-ce que lui, il est spécialiste de la conjoncture? Il est spécialiste de savoir réellement les motifs? Est-ce qu'il est habilité à expliciter comme il le faut de fond en comble ce qui se passe aujourd'hui au Bénin? C'est vrai qu'il y a crise en Ukraine. C'est vrai que Covid-19 a sévi dans le monde. On est conscient de tout ça. Mais en tant que Béninois, en tant que citoyen béninois, qui pourrait avoir les capacités pour expliciter de fond en comble cette situation que vivent aujourd'hui les Béninois? Ce serait certainement politique? Je dirais d'emblée non, parce que les politiques sont dans leur rôle de politique et ils savent choisir des mots pour adoucir. Mais l'autre pour apaiser les populations. Mais l'autre chose qu'il faut voir, si ce qui se fait a un sens vraiment d'aller à la rescousse des populations, je pense que les discours ne doivent pas être que des discours politiques, mais des discours pour toucher de doigt ce qui en est. Par exemple, si nous prenons le cas de tout ce qui se produit au Bénin ou ce qui vient de l'extérieur, je trouve que après 5 ans de gouvernance et on a renouvelé le mandat, ce serait un peu n'être pas franc ou n'être pas gêné que de mettre le tort sur ce qui passe que sur la crise de Covid-19 et puis la guerre de Covid en Ukraine, puis la crise de Covid-19, puisque on a géré le pays pendant 5 ans. On n'a pas pu trouver des solutions béninoises. On n'a pas pu aller à l'école béninoise pour aller sortir des résolutions béninoises. Les produits qui sont purement béninois, que font ces gouvernants? Que faisons-nous pour promouvoir ces produits dans notre pays? Pour les rendre disponibles? Je trouve que se limiter que sur ces aspects du contexte, c'est montrer un tant soit peu, disons, les limites de ce gouvernement à aller vraiment à la promotion de ce qui est béninois, à aller vraiment à la promotion de ce qui est produit béninois. Et dans ce sens, je proposerais que peut-être que cette tournée puisse être vraiment une tournée pour inciter peut-être la jeunesse à comprendre, à prendre à bras le corps désormais ce qu'il faut faire pour aimer ce qui est de chez nous, pour produire ce qui est de chez nous, et que ça soit vraiment consommer ce qui est de chez nous. Et pourquoi pas désormais même orienter les politiques de production, puisqu'on a vu tout ce qui a été subventionné, les intrants. Et quand vous prenez les intrants aujourd'hui, c'est qui les intrants? Souvent, on les colle au président de la République, puisqu'il
il a été, disons, le maillon fort des instants, même dans la sous-région. Mais quand on ne voit que ces aspects, on a tendance à prendre tout ce qui se passe comme de la démagogie. Oui. Non, pour qu'on finisse rapidement avec nous, ce Béninois, thème-là, on a été toujours des consommateurs, on va dire ça comme ça, sans modération de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous sommes en train de subir de plein fouet les coups de tout ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'aujourd'hui, la guerre, c'est vrai, c'est si loin, mais c'est proche de nous, vu les assauts répétés, les augmentations répétées des prix sur nos marchés. Et puis, ce qu'il y a lieu de faire, je me demande, parce que le chef de l'État, quand il a été élu pour un deuxième mandat, il disait qu'il allait faire de son mandat le purement social, le hautement social de son mandat. Aujourd'hui, est-ce que ça se sent? Évidemment, il faut que nous posons la question aux populations. Mais quand vous allez dans nos marchés, vous vous dites que ça ne se sent pas encore. Et ces chocs qui viennent, on se dit, jusqu'à quand pourrons-nous serrer la ceinture qui est pratiquement pour certains au dernier cran? Oui, je me demande jusqu'à quand allons-nous serrer la ceinture? C'est difficile. Il faut qu'à la faveur de cette tournée-là, que véritablement les choses puissent changer. Parce que moi, ce que je sais, c'est que ça ne dépend pas du Bénin. Et ça sera difficile pour le gouvernement de trouver des solutions. Pour ne pas dire qu'ils seront impuissants, je pense que ça sera très difficile pour le gouvernement de trouver des solutions. C'est vrai, il faut aller au contact des populations. C'est vrai, il faut aller échanger avec eux. Il faut leur expliquer que ça ne dépend pas du gouvernement. Il faut leur montrer qu'on est avec eux. On a été élus par eux, mais on est avec eux. On est venu partager ce sentiment de gêne pour ceux qui ont perdu leurs activités du fait de cette crise-là. Et je pense aujourd'hui que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de trouver la bonne solution. Et la bonne solution, ça passe également par le régime pour tous. Il faut éviter de consommer sans modération comme on le faisait avant. Il faut essayer de régler un temps soit peu tout ce que nous faisons, l'énergie, l'eau, et puis ça va nous aider à sortir de cette crise parce que les choses ne sont pas sûres. On n'est pas sûr que ça s'arrête du jour au lendemain. On ne peut pas prédire avec précision à quand la fin de cette crise-là. Et je pense que si le gouvernement entreprend cette tournée, c'est peut-être pour montrer aux populations qu'il a été élu par elles et qu'il a à cœur les déshydratats de ces populations, les aspirations fortes de ces populations. On espère, on va observer, on fera le point de cette tournée ensemble, je crois bien. Donc, vous l'avez dit, on espère donc que cette tournée pourra apaiser quelque peu les populations. On fera donc le point de cette tournée dans quelques jours. Nous allons passer au deuxième sujet lié à ce débat. Proposition de création de la Cour spéciale des affaires domaniales, une cour de plus. Vous savez, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés au Bénin par rapport au bradage des terres, par rapport aux conflits domaniaux. Et je crois que le gouvernement est en train de prendre une décision sur laquelle mes débatteurs vont opiner dans un court instant. Mais avant, nous allons suivre un petit extrait concernant cette décision à la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi. Suivez plutôt. De loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. La création de cette Cour, dotée du double degré de juridiction, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la dynamique de spécialisation de nos juridictions et de leur personnel. Son champ de compétences couvre en exclusivité les actions réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Carlos Ousougan, voilà une décision que prend le gouvernement. N'est-ce pas une décision salutaire au regard des problèmes domaniaux rencontrés au quotidien dans notre République? Bon, salutaire d'emblée pour les victimes des conflits domaniaux, puisque la commune où nous sommes semble être beaucoup plus réputée, donc je ne vous apprends rien de ces conflits. Donc ils sont un nombre important et quand ils vont entendre ça, ils pourraient avoir un ouf de soulagement disant bon, enfin quelque chose pour certainement que la justice puisse être tranchée et autres. Mais l'autre chose qu'il faut voir, parce qu'en suivant tout à l'heure l'extrait, la question que je me suis posée est de savoir, quand on parle d'une cour au Bénin, quand nous prenons la criette,
C'est vrai que la CREAD fait son travail, mais toujours est-il qu'il y a des polémiques, qu'il y a des ronronnements, que les gens maugrent par rapport à tout ce qui se fait. Mais est-ce que cette cour vient véritablement pour que les Béninois, le citoyen lambda, puissent véritablement se sentir concernés? C'est un point d'interrogation qui me vient à l'esprit. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut peut-être aussi analyser de cette cour, si nous prenons aujourd'hui le code domanial, si nous prenons aujourd'hui tout ce qui existe, il y a AND, si je ne me trompe, l'Agence nationale de domaine foncier, est-ce que les populations sont suffisamment informées, par exemple, sur cette agence, ses attributs et autres, avant qu'on ne parle aujourd'hui d'une cour? C'est comme impression que dans cette volonté de bien faire, parfois, on oublie qu'il faut aller petitement, qu'il faut aller à pas feutrer, peut-être pour amener les populations à se sentir concernées par tout ce qui se fait. Donc, sur l'aspect là, bon, on attend que la Cour entre en vigueur, que la loi soit adoptée à l'Assemblée pour voir les utilités. Mais en tant que, si je me mets un peu dans la position d'un Béninois lambda, je peux avoir de quoi à être sceptique par rapport à cette création de cours spéciale. Voilà qui est dit par Carlos Ousougan. Sergino Lokosu, que pensez-vous de cette décision prise par le gouvernement? N'est-ce pas pour taper du poing sur la table? Je pense que c'est pour nettoyer les écuries par rapport à la gestion domaniale dans les 77 communes du pays où il n'y a pas de commune dans lequel on parle de mauvaise gestion, de gestion calamiteuse des terres. Et donc je pense que cette cour, à mon avis, est venue pour corriger un certain nombre de choses. On a dit que c'est pour régler les contentieux. Même les domaines publics sont vendus, sont morcelés, vendus par des autorités communales. C'est vrai que ça réjouit plus d'un, mais derrière, je pense que cette cour fera la même chose que la CREAD, c'est-à-dire les anciens maires, les nouveaux, les conseillers qui sont mêlés de près ou de loin à des ventes de terres qui ne sont pas pour eux, qui ne sont pas des héritages de leur père. Je pense que répondront de leurs actes. Et je crois que c'est pour ça qu'à un moment donné, le gouvernement a dit d'arrêter la vente des terres parce qu'il y a des communes qui sont spécialisées dans la mafia foncière. Il y en a tellement dans le pays. Quand vous sortez d'ici, nous sommes dans une commune et si on doit faire le classement des communes où il y a assez de mafia foncière, je crois que cette commune tiendrait la tête. Je pense que si effectivement cette cour répond à ces objectifs, nous, quand même, on va souffler un peu parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait confiance aux agences immobilières qui vendent des terres, aux personnes qui vendent également des terres parce que vous avez beau acheter votre terre, construire votre maison, c'est 20 ans après, quelqu'un se lève pour dire c'est pour son grand-père et que vous n'avez pas payé, qu'on ne devrait pas vendre, que c'est tel homme qui a vendu. Et vous allez voir à la télévision des exploits d'huissiers où des bulldozers vont écraser des maisons. Je pense que cette cour, si elle doit organiser, on doit organiser la chose et permettre également à ceux-là qui ont vendu des terres qui ne doivent pas vendre, le domaine public surtout, qu'ils répondent de leurs actes. Et je pense aujourd'hui que, comme l'a souligné le confrère, il faut travailler à ce qu'on donne confiance à ce peuple-là, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, vous réfléchissez avant d'acheter des terres, pas 1000 avant d'acheter des terres, parce que vous dites, est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, on ne viendra pas arracher les terres? C'est vrai que le gouvernement a initié des logements sociaux, mais ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est vrai qu'il y a des agents et qui ne peuvent pas se permettre d'aller vers ces logements sociaux. Et donc, si tu ne peux pas aller là-bas, et si tu dois acheter des terres pour dans 5 ans, 10 ans, tu dois avoir des soucis. Je pense que cette cour, il faut vraiment que cette cour puisse répondre à ces objectifs. D'abord, comme il a rappelé, que la loi soit votée et que les objectifs de cette cour soient bien définis et que dans le fonctionnement de cette cour-là, qu'on ne sent pas qu'il y a acharnement contre des acteurs politiques qui ne sont pas peut-être du même bord ou qui ne partagent pas la même vision. Il y a aussi ça qui compte beaucoup et il faut véritablement que ceux qui savent qu'ils sont mêlés par la vente des terres qui ne sont pas leur propriété, qui appartiennent à l'État, puissent répondre de leurs actes. Et je pense qu'à un moment donné, quand on vous confie une parcelle de pouvoir et que vous gérez, il faut véritablement que vous arriviez à faire le point. Et par rapport à ça, le gouvernement, je crois, a initié ou bien a annoncé un audit dans les 77 communes pour voir comment les maires ont géré ces communes-là. Et je pense aujourd'hui qu'il faut organiser la chose. Il faut quand même essayer de mettre
à la tête de nos communes des maires qui ont un rapport un peu distant avec tout ce qu'on appelle gestion et tout. Et je crois que les SE, l'avènement des SE va corriger un certain nombre de choses. Et puis également, si cette cour arrivait à être, si cette loi arrivait à être adoptée et que cette cour créée, je crois que ça va corriger beaucoup de choses. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on n'ait pas dans le fonctionnement de cette cour-là l'impression que cette cour a été créée pour quand même mettre les acteurs politiques qui ne partagent pas le même bord d'un autre côté et qui n'a pas cette cour des uns et des autres et des STTERA également. Okay. Vous avez un mot à ajouter? L'autre aspect qu'il faut voir de la création de cette cour, c'est que, en plus de l'aspect politique qu'elle pourrait avoir, bon, ce n'est que. Quand vous dites aspect politique, quand vous dites aspect politique, de quoi faites-vous, à quoi faites-vous allusion? Je pense, en parlant d'affaires politiques. Pensez-vous que cette cour ne sera pas libre vraiment ou... Bon, disons-le ainsi, parce que quand nous prenons la criette aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des ronronnements autour. C'est vrai que bon, le pays est géré aujourd'hui d'une manière où chacun répond de ses actes devant les tribunaux et autres. C'est à encourager, c'est à féliciter. Est-ce que vous voulez dire que cette cour sera une cour de ronronnement de plus? Bon, c'est à cela que j'interpelle nos gouvernants, nos politiques. Que toutes les actions menées par le gouvernement, que ce soit la création de cours, il y a quand même que ces actions peuvent susciter des commentaires, des insinuations. Le gouvernement même le sait. Donc, on ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde. Mais quand il y a que des actions, des options prises par le gouvernement peuvent aboutir, peuvent créer des commentaires, peuvent susciter des analyses, aussi bien de ceux qui partagent la même vision que le système en place, que ceux qui ne partagent pas la même vision. Et donc, je pense que le gouvernement doit comprendre et que quand vous décidez d'aller au sommet, de gérer le pays, on va vous critiquer. Il y a de la critique, il y a des gens qui critiquent, il y a des critiques constructives, il faut le dire. Et donc je pense que c'est pourquoi j'appelle le gouvernement, les autorités, enfin le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, vous les deux d'ailleurs, de travailler en sorte que qu'on n'ait pas à avoir trop de ronronnement, comme aime appeler comme l'a dit Carlos, et que cette cour puisse donner des assurances à tout le monde quand on va amener une autorité, qu'il soit avec le système ou qui ne soit pas avec le système, un acteur politique, que les gens ne sentent pas que là, on est en train de s'acharner contre lui. Vous avez pleinement raison. Et que nous, la justice puisse, que la justice puisse donner confiance à tout le peuple. Et je pense que notre justice, dans l'état actuel qu'elle est, dans l'état actuel, donne confiance aux populations. Et je pense que la justice est en train de faire son travail. Et quand les juges qu'on mettra dans cette cour-là vont également faire leur travail, on va souhaiter qu'ils fassent leur travail avec probité et professionnalisme. Donc c'est ce que nous allons souhaiter. Mais toujours est-il que, quelles que soient les actions que le gouvernement va mener, ces actions vont laisser toujours lieu à des commentaires, à des insinuations. Maintenant, l'autre chose qu'on souhaiterait en tant que Béninois à entendre qu'il y a une telle cour qui vient, c'est qu'elle puisse prendre en compte les victimes des travaux publics, puisqu'il y a des gens qui sont déguerpis qui ne sont souvent pas dédommagés, il y a des cris de cœur. Donc, que cette cour puisse véritablement prendre à bras le corps ces affaires-là également. Certainement qu'on arrivera à en reparler toujours dans ce débat-là, puisque ce n'est qu'une proposition de loi, je crois, et il faut que l'Assemblée vote et que tout soit mis en place. On aura le temps de revenir plus amplement sur le sujet. Maintenant, abordons le troisième sujet de ce débat, du fa à la politique. David Kofi Aza, dans une spirale. C'est une question à laquelle Sergino Lokossou va répondre tout de suite. Non, je pense que c'était le lundi dernier. Le professeur David Kofi Aza est rentré les deux pieds joints dans la politique. Il a choisi le parti Mouel Bénin, un parti jeune, très dynamique, un parti que moi j'apprécie beaucoup.
un parti, quand vous lisez les objectifs visés par le parti, vous êtes vraiment... Un parti qui n'a pas de député, oui, qui n'a rien prouvé encore. Écoutez, un parti, ce n'est pas... un parti, ce n'est pas... Vous la trouvez déjà dynamique. Non, dynamique dans les options. Je crois que le parti va essayer de mettre les bouchées doubles pour pouvoir avoir des maires, de députés. Enfin, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Maintenant, Kofi Aza, qui, après plus d'une vingtaine d'années dans les pratiques endogènes, les pratiques culturelles et culturelles, a enseigné le Fa, à connaître les méandres, à déconstruire les préjugés autour du Fa, a choisi de rentrer au Tofa, rentrer en politique. Je me demande si qui a conseillé le professeur Kofi Aza à aller en politique. A-t-il consulté le Fa avant de le faire? Quels sont les signes que le Fa a révélés? Et je pense qu'en tant qu'acteur expérimenté de tout ce qui est lié au Fa, il a peut-être consulté et le Fa lui aurait dit que c'est bon de rentrer en politique. Et il a même dit, et quand vous suivez l'objectif, les raisons avancées par le professeur pour rentrer en politique, il a dit qu'il veut quand même imprimer une certaine marque à la chose politique, il veut ramener l'éthique et la morale en politique. Ah oui? Et je pense que on a déjà entendu ça, il me semble, au Bénin. Hein? Oui, plusieurs fois. Et je pense que son entrée dans la politique, on ne peut pas lui dénier ça. Nous sommes tous béninois et à un moment donné, quel que soit notre secteur d'activité, on peut choisir de rentrer en politique. Mais celui qui va en politique, il faut voir l'image qu'il reflète. C'est le professeur Kofi Aza, l'un des maillons importants du TOFA. Quand on parle du TOFA, c'est lui qui prend les devants. Les conclusions, les grandes conclusions, c'est lui qui les présente. Et entre-temps, un certain courant de pensée très répandu a même fait croire que le TOFA est politisé. Et maintenant, voilà, l'un des responsables, il est même le président, je crois, est maintenant rentré en politique. Est-ce que ça ne vient pas confirmer, un tant soit peu, ce que les gens pensaient? Est-ce que les prédictions du TOFA, en griffe, je ne suis pas près du Fa, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que les prédictions qu'il faisait un temps, est-ce qu'elles ne sont pas vraiment dirigées? Parce qu'il y avait des avis qui étaient partagés par rapport à ça. Certains, surtout à la veille des élections, certains disaient que bon, ce qu'il dit, ça n'a... C'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un jeu de communion à la messe où il faut s'arranger pour prendre la communion. Un acteur, je crois bien, un acteur politique a dit dans ce pays que dans la politique, 1 + 1 ne font pas forcément 2. La politique ne rime pas forcément avec la vérité que prône le Fa, les principes du Fa. La politique ne rime pas avec l'éthique qui est dans le Fa, avec tout le sérieux qui est la probité que véhicule le Fa. La politique, c'est le mensonge. La politique, c'est un univers impitoyable. C'est le lieu des coups bas, c'est le lieu du mensonge à haute dose. Donc, et on a même dit, un autre auteur a même dit que ceux qui croient, tant pis pour ceux qui croient aux promesses électorales. Donc je pense que si Kofi Aza rentre lui seul, rentre dans l'univers politique pour aller mettre de l'éthique, je me demande s'il pourra le faire. Il a du pain sous autour de la planche et j'ose croire qu'il aura les ressources nécessaires pour pouvoir mener la politique autrement, imprimer l'éthique dont il a choisi, dont il veut mettre dans la politique qu'il fera. Est-ce qu'il ne sera pas converti une fois en politique? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme on le dit. Est-ce que David Kofi Aza pourra véritablement le faire? Mais moi, je pense que pour son image, ça va laisser lui des commentaires, des insinuations, puisqu'il reste devant le TOFA. Bon, je pense qu'on va lui souhaiter un bon vent dans la politique et que véritablement l'éthique soit collée à la politique. Carlos Sougan, pourra-t-il concilier le Fa et la politique? Devra-t-il abandonner le Fa? Doit-il toujours être au premier plan pour le TOFA? Quelle crédibilité devrait-on lui accorder désormais s'il est en politique et qu'il continue d'être au premier plan? Il faut d'abord dire que cette entrée en politique du professeur donne maintenant, ou me fait place désormais à ce que les gens pensaient de l'homme sur ses prédictions. Je dirais que les productions... Vous voulez vous dire qu'il ne vient pas de rentrer en politique, qu'il était en politique depuis, c'est ce que vous voulez dire? Depuis fort longtemps qu'il était en politique, parce que quand même, il y avait le TOFA, on sait tout ce qui se dit, il y a même des voix divergentes qui se font écouter par rapport à tout ce qui se dit sur le TOFA et autres. Donc, je dirais simplement que cette entrée a laissé place aux prédictions
des gens aux supputations, aux analyses ou même à tout ce qui se racontait sur lui qu'aux prédictions de Tofa que lui-même. Il prônait simplement. Maintenant, aujourd'hui, l'image de l'homme, tout ce qu'il est professeur, il enseigne le phare et maintenant il est en politique. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais quand on prend l'aspect de ce que son clan fait comme prédiction pour la nation, et quelqu'un de son camp qui a désormais un parti politique, ça peut faire conjecturer que, bon, aujourd'hui, peut-être le phare va beaucoup plus parler pour le parti politique où il a adhéré, dont il a adhéré. Donc, on va laisser le temps au temps. Le phare est universel. Le phare n'est pas lié à la politique. Le phare est universel. Certainement, vous ne me direz pas que... C'est le prêtre phare qui est politique. Le prêtre phare n'est pas politique. Mais vous ne me direz pas qu'avant de faire son choix, qu'il n'a pas consulté le phare, il ne l'aurait pas fait. On lui dirait que voilà, c'est lui qui nous enseigne, qui enseigne aux gens. Mais vous n'avez pas répondu à ma question rapidement. Faudrait-il qu'il concilie phare et politique? Quelle crédibilité accorderions-nous désormais déjà avec les supputations sur le TOFA? Quelle crédibilité accorderions-nous désormais à son TOFA? Il faut dire à cette question que David Aza aujourd'hui met en difficulté ces prédictions-là qui se font sur le FA, s'il doit toujours continuer à être au devant de la scène. Je pense qu'aujourd'hui, il n'appartient plus à ce cercle de ces prêtres de phare. Il ne devait plus appartenir à ce cercle de prêtres de phare parce qu'il ne peut plus prêcher pour tous les autres partis politiques qui constituent la nation. On lui collerait immédiatement son bon politique et c'est une difficulté. C'est comme je le disais à l'entame que la politique demeure la politique et quand on veut faire du journalisme, on doit faire le journalisme. Donc le phare aussi demeure le phare et la politique demeure la politique. Donc David Aza aujourd'hui se met dans une difficulté s'il doit continuer par demeurer dans ce cercle des prêtres du phare qui font la prédiction pour la nation. Je pense qu'il n'est pas en difficulté parce que quand vous voyez, je crois que le gouvernement a déjà dit que les chefs traditionnels doivent éviter la politique. C'est le gouvernement qui l'a dit ou bien enfin, le conseil des rois le conseil des rois a dit que les rois doivent éviter, les dignitaires doivent éviter la politique et tout. Moi, je pense que si on analyse la chose sous cet angle-là, David Kofi Aza n'est pas en difficulté. Il a choisi d'aller en politique. Il est prêtre phare. Il demeure prêtre phare pour ses clients qui vont venir vers lui, ceux-là qui iront vers lui pour consulter le phare. Mais il ne pourra plus prendre les devants pour dire qu'il veut consulter le phare. On va dire que c'est un acteur politique qui parle. Ou du moins, quand il y aura des aspects politiques soulevés par le TOFA, le phare dira que c'est lui qui a été choisi pour être président en 2026. C'est trop rêvé. Mais je pense que David Kofi Aza, il a des ambitions politiques. Nous sommes à 7 mois des législatives. Peut-être que le parti dans lequel il est rentré va peut-être le positionner comme des députés. La question semblait comme des députés. Mais c'est banal, mais n'est-ce pas lui peut-être qui sera président en 2026? Bon, je pense que on ne peut pas prédire. Nous ne sommes pas des prêtres du phare comme le professeur Kofi Aza. Nous ne pouvons pas prédire sur un plateau de télévision qui sera président en 2026. Oui, un prêtre du phare qui subitement vient en politique. Écoutez, la politique n'est pas forcément le phare. La politique, pour être président de la République, ça se prépare. Ça se prépare. Il faut avoir une base, il faut avoir un parti. Il a 3 ans. Il a 3 ans pour se préparer. Il a le parti. Il a 3 ans pour se préparer. L'autre côté que moi je vois peut-être, c'est que aujourd'hui il y a que de ces voix qui se lèvent contre le système partisan du pays. Il y a ces partis politiques qui parlent par exemple des quotas qu'il faut avoir, les 10% qu'il faut avoir. 10%. Peut-être que le phare lui aurait dit ce verrou sera cassé, sauté. Donc, quand il va appartenir peut-être à un parti politique désormais, il sera élu. En tout cas, on aura l'analyse le temps pour... très poussée là. C'est une analyse pour pousser, mais je pense que nous sommes en politique et la politique demeure ce qu'elle est.
le FA n'est pas amêlé à la politique. C'est vrai que des prédictions du FA le FA peut prédire des événements à venir et je pense que ça, on ne peut pas le dénier au FA. Mais les 10%, ça faisait partie d'une réforme qui a été initiée par le système en place. Réforme applaudie par ceux qui grincent les dents aujourd'hui et qui vous rappellent que le PRD qui a proposé ça, en son temps, c'était 15% qui avait été proposé. Et je crois que ces deux députés, notamment l'ancien député Guy Mitokpe et un autre député à l'Agbé, qui étaient contre. Et c'était le président. Oui, et c'était le président Adrien Mbedi qui était le président de l'Assemblée nationale. Et Alagbé, lui, il parlait même en gond que la manière dont c'est organisé, que le PRD ne va plus exister. Donc je pense aujourd'hui que le débat ne se fait même pas au niveau des 10%. Si un parti ne peut pas réunir les 10%, qu'il laisse, parce que c'est des réformes qui ont été engagées. On ne peut pas réduire une course de vitesse parce que tel joueur n'est pas, parce que tel coureur n'est pas en forme. Non, parce que la course est lancée pour que des coureurs puissent se préparer et venir à cette course-là. Et si certains se sentent fatigués ou ne peuvent pas faire la course, qu'ils démissionnent. C'est ce que moi je propose. Maintenant, allier l'adhésion du professeur Kofi Azar à ces 10%, je ne pense pas. Il est rentré dans la politique parce qu'il a des objectifs. Peut-être qu'il veut aller aux législatives de 2023, je ne sais pas. Mais on ne peut pas lui en vouloir de rentrer en politique. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il ne soit plus au devant du TOFA. Parce qu'on va lui coller son truc là, son bon politique. Et que ça n'est pas. On va finir avec ce sujet très intéressant. Guy Mitokpe a tiré la sonnette d'alarme en son temps et aujourd'hui on grince les dents par rapport aux 10%. Pensez-vous, et nous avons appris qu'il y a certains qui souhaitent même au détour de cette rencontre avec le médiateur de la République qu'on revoie les 10%. Et pensez-vous qu'une question comme ça, que Moël Bénin pourra réunir les 10% pour pouvoir hisser, pourquoi pas, son... auquel a adhéré le professeur David Azar aujourd'hui. Ce n'est pas un parti représentatif au Bénin aujourd'hui. Peut-être dans le combat, dans le futur, le parti va graner les points qu'il faut pour être représentatif. Maintenant, Kofi Azar, dans ses analyses, a pu être sidéré par ce parti-là et il a fait son adhésion. Le débat sur les 10%, le débat est toujours ouvert. Si on considère tous ces aspects, on peut peut-être supputer que peut-être le FA lui aurait dit que, bon, dans l'avenir, il sera élu député. Il sera élu député, que peut-être... la politique va lui porter. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais, c'est possible parce que à son niveau, son rang et ses pratiques, il faut le rappeler, il a fait plus de 20 ans de pratiques liées au phare et tout. Donc, je sais qu'il connaît les méandres du phare, les rouages, les contours, et donc il ne peut pas faire un choix par hasard. Peut-être qu'il a bien mûri d'abord. Il a peut-être consulté le phare, je ne sais pas. Il ne l'a pas dit lors de son adhésion, mais un prêtre phare ne peut pas quand même poser des pas comme tout le monde. Il faut que ces pas soient calculés méthodiquement et élaborés avant d'être posés. Et on parle du professeur David Kofi Azar et qui a un amour, dont l'histoire d'amour avec le phare date de très longtemps. Il a sorti des documents sur le phare. Donc je pense qu'il ne peut pas poser de tels actes sans avoir consulté le phare. Il a consulté, peut-être qu'il a un avenir politique brillant devant lui, on ne sait pas. Mais ce que nous souhaitons, c'est un bon vent. Carlos Ousougan, le temps qui nous est imparti est terminé, il faut le dire, mais je ne peux pas vous laisser partir sans que vous ne vous prononciez sur le dernier sujet, marche des centrales syndicales le 1er mai. Est-ce des avancées pour la lutte syndicale? Qu'en dites-vous? Bon, des avancées, c'est aller trop vite en besogne, mais je dirais que c'est une soif qui va être étanchée, parce qu'on a vu encore des marches dans ce Bénin, maintenant ça fait longtemps. Donc, certainement que c'est une occasion, c'est une aubaine pour s'exprimer comme dans ces beaux vieux temps. C'est un début d'une nouvelle révolution syndicale. Peut-être, entendons voir si ça va porter, parce que même au rang de ces mêmes syndicats, il n'y a pas de la concordance dans les discours comme il le faut. Donc, la marche, en tout cas, on va suivre de près. Que dites-vous de cette marche du 1er mai? On en parle parce qu'il n'y a plus marche dans ce pays depuis l'avènement de ce que vous savez. Justement, avec le vote des lois. Et vous avez vu les syndicalistes applaudir avec les mains et les pieds
cette avancée en marchant, en traversant la ville de Cotonou. Je pense que c'est un signal fort, à mon avis, que les centrales demeurent toujours les centrales et qu'à un moment donné, si ils ne partagent pas leurs avis ou du moins s'ils ont des réclamations à faire et que quand ils vont choisir de marcher, ils auront du monde. Les travailleurs sont sortis massivement, on a vu que c'est une bonne chose, mais ce qu'on souhaite, c'est après cette marche-là, qu'est-ce qui a été obtenu par les centrales syndicales. C'est important. Et je pense que le gouvernement ne peut pas tout donner. Les centrales syndicales sont dans leur rôle, c'est d'amener le gouvernement à donner, c'est de beaucoup demander et d'amener le gouvernement à beaucoup donner. Parce que les travailleurs, quoi qu'on dise, ils veulent de meilleures conditions de vie et de travail. Je le rappelle, un estomac bien rempli pour produire des merveilles. Marcher, c'est bon, mais il faut que cette marche puisse répondre à ses objectifs, corriger un certain nombre de choses. Parce que quand vous lisez les pancartes, vous allez voir qu'ils s'insurgent contre la vie chère dont nous avons débattu sur ce plateau. Et je crois que les centrales syndicales doivent jouer leur rôle. Ils sont des représentants des travailleurs. Aujourd'hui, les salaires n'augmentent pas, mais les prix augmentent sur le marché. Les prix passent parfois dans la même semaine de 1 000 francs à 1 500, alors que le salaire n'a pas bougé, le salaire est le même. Et je pense que les centrales syndicales ont un rôle important à jouer. Cette marche, c'est vrai, ça montre qu'ils ont du monde, ça montre qu'ils ont l'assentiment des travailleurs, ils sont en odeur de sainteté avec les travailleurs, mais après cette marche, il faut qu'il y ait des retombées qui aillent dans l'avantage des travailleurs. C'est ce qu'on va souhaiter. Votre mot de fin, Carlos? Oui, mon mot de fin serait de parler de ces retombées, de cette marche des travailleurs. Tout au moins, la marche a permis de savoir qu'il existe encore. Puisque les travailleurs existent encore. Et les travailleurs doivent toujours exister pour faire fonctionner un État, un pays comme le nôtre, un pays en construction. Votre mot de fin, oui, un pays en construction, il faut qu'il y ait une action élaborée, concertée, une action forte des travailleurs. Même si la vie coûte cher, il faut que les travailleurs soient motivés, on va dire, pour continuer à travailler parce que un État, c'est une construction permanente, on va dire. C'est comme la symbolique de la termitière. Il faut que de la terre soit ajoutée à la terre sans trêve, on va dire. Donc, c'est ce qu'on va souhaiter, que les travailleurs puissent bien travailler, chacun dans son domaine d'activité, dans son couloir de compétences, puisse travailler pour l'essor de ce pays et que les populations puissent véritablement trouver, étancher leur soif et trouver à manger. C'est ce qu'on souhaite, que dans les 77 communes, que les acteurs politiques, pas seulement le gouvernement, ceux qui sont les acteurs politiques qui iront demander le vote de ces populations puissent quand même si c'est un sac de riz, il faut aller leur donner. On le sait, pendant la campagne électorale, ils le font nuitamment, il faut le dire, ils le font nuitamment. Mais aujourd'hui, maintenant que les populations sont en souffrance, moi je n'ai pas encore vu de député aller dans une circonscription électorale, dans sa circonscription électorale, pour donner des sacs de riz pour appuyer ces populations. Les populations en ont besoin. Attendez 2023. Les populations en ont besoin. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de ce débat, forum des rédactions de ce vendredi 13 mai qui aura reçu pour vous à ma gauche, Sergino Lokosu, directeur de publication de Vif d'Afrique, journaliste, analyste politique. À ma droite, c'était Carlos Ousougan, journaliste, directeur, bien sûr, de Radio Univers. Il était avec nous dans ce numéro du Forum des rédactions. Nous avons parlé de 4 sujets: la cherté de la vie, démarrage d'une tournée gouvernementale, proposition de création de la Cour spéciale des affaires foncières, une cour de plus, vous avez eu les réponses. Et puis on a parlé de David Kofi Aza qui est allé en politique, est-il dans une spirale? Et enfin, nous avons parlé de la marche des syndicats et le 1er mai dernier, est-ce des avancées pour la lutte syndicale? Des réponses ont été apportées à toutes ces préoccupations, à tous ces sujets. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez par rester fidèles à nos programmes sur Eden TV. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très vite, à vendredi prochain.